La jambe est constituée de deux os longs, qui sont le tibia et la fibula. La fibula étant placée en dehors du tibia. Ils sont séparés par la membrane interosseuse. En haut, le tibia est articulé avec les condyles fémoraux réalisant l'articulation fémoro-tibiale. En bas, le tibia et la fibula s'articulent avec le talus, formant l'articulation talocrurale ou articulation de la cheville. Les deux os sont articulés entre eux, réalisant en haut l'articulation tibiofibulaire proximale et en bas l'articulation tibiofibulaire distale. Les deux os présentent à décrire un corps ainsi que de deux épiphyses proximales et distales. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au tibia. C'est un os long, volumineux, pair, non symétrique, formant avec la fibula les deux os de la jambe. Il est situé à la partie médiale de la jambe en dedans de la fibula, comme on vient de le citer, et il est articulé en haut avec le fémur, réalisant l'articulation fémoro-tibiale, et avec la fibula réalisant l'articulation tibiofibulaire proximale, en bas avec le talus réalisant l'articulation talocrurale, et la fibula réalisant l'articulation tibiofibulaire distale. Il présente à décrire un corps, ou diaphyse, et deux extrémités proximales et distales. Commençons sa description. La diaphyse, ou corps du tibia, est rectiligne dans son ensemble et étroite dans sa partie moyenne. Elle est large aux extrémités et va accuser aussi deux concavités. C'est-à-dire qu'elle va être concave ici. Elle a une concavité latérale en haut et elle aura une concavité médiale en bas. Il présente à décrire trois faces, latérale, médiale et postérieure, ainsi que trois bords, antérieur, latéral et médial. La face latérale présente une légère concavité dans sa partie supérieure. On vient de la citer, la concavité supérieure. Elle est destinée à l'insertion du muscle tibial antérieur. Sa partie inférieure devient convexe. La face médiale est légèrement convexe et lisse. Elle est lisse, sauf à sa partie supérieure où elle va présenter des rugosités destinées à des insertions musculaires. En effet, il s'agit de trois muscles qui vont s'organiser sous forme... Il s'agit de trois tendons de muscles qui vont se finir sur cette partie proximale de la face médiale et qui vont s'organiser sous forme d'une patte d'oie. C'est pour cette raison-là qu'on les appelle les muscles de la patte d'oie et qui sont le sartorius, le gracile et le semi-tendineux. Elles se trouvent immédiatement sous la peau. Très exposées car sous-cutanées, les fractures du tibia sont l'une des plus fréquentes. Ainsi, afin de protéger le tibia de choc direct, une plaque de protection qu'on appelle protège-tibia est utilisée par de nombreux sportifs. La face latérale est limitée latéralement par les bords médial et le bord latéral. Elle présente à sa partie supérieure la ligne oblique du tibia. Cette ligne oblique, qui est oblique en bas et en dedans, on appelle également la ligne du muscle solaire destinée à l'insertion du muscle solaire. Elle s'étend de la surface articulaire fibulaire au bord médial, ici, et elle délimite en haut ce qu'on appelle la surface triangulaire poplitée, qui est destinée à l'insertion du muscle poplité. La crête verticale, qui est située au-dessous de la ligne oblique, va séparer ou diviser la face postérieure en deux parties. Une partie médiale pour l'insertion du muscle long fléchisseur des orteils et une partie latérale destinée à l'insertion du muscle tibial postérieur. Un foramen nourricier, ou le foramen nourricier du tibia, est situé quelque part sous la ligne oblique. Le bord antérieur, appelé également crête du tibia, est un bord saillant et tranchant dans ses trois quarts supérieurs. Il est contourné en S italique et il va s'étendre de cette structure ici qu'on appelle la tubérosité tibiale antérieure
Jusqu'ici, c'est la malléole médiale. Le bord latéral, appelé également bord interosseux parce qu'il va donner insertion à la membrane interosseuse et qu'il est tourné vers l'espace interosseux entre le tibia et la fibula, est bien marqué et il va donner insertion à la membrane interosseuse. Il s'étend du condyle latéral, ici, et va se poursuivre jusqu'à l'incisure fibulaire, cette échancrure péronéenne, qu'on appelait avant l'échancrure péronéaire. Il va se bifurquer. Le bord médial, mousse et peu marqué, va s'étendre du condyle médial jusqu'à la malléole médiale. Proximal s'articule avec l'extrémité distale du fémur. C'est une extrémité volumineuse, étalée dans le plan transversal et elle est déjetée en arrière. Elle présente à décrire les condyles latéral et médial, la tubérosité tibiale, cette tubérosité tibiale antérieure. Certains vont considérer que c'est un élément de la diaphyse. Ici, on va considérer que ça fait partie de l'épiphyse. Ainsi que le plateau tibial, qui est situé en haut. Commençons par la description du condyle latéral. Donc, le condyle latéral présente en avant un tubercule ou une saillie qu'on va appeler le tubercule de Gerdy. En bas et en avant, une crête oblique va unir le tubercule de Gerdy à la tubérosité tibiale antérieure. Cette crête est destinée à l'insertion du muscle tibial antérieur, qui est un muscle de la jambe, et à la lame tendineuse du fascia lata. Le fascia lata, c'est en effet l'aponévrose de la cuisse. Cette aponévrose va présenter latéralement un épaississement qu'on appelle la lame tendineuse du fascia lata. C'est sa lame tendineuse, et celle-ci va se finir sur cette crête. En arrière, le condyle latéral va présenter en arrière et en dehors, il va présenter une surface articulaire arrondie, elle est arrondie ou ovalaire, ça dépend, pour la tête de la fibula. C'est ce qu'on appelle la surface articulaire fibulaire. Passons maintenant à la description du condyle médial. Donc ce condyle médial va présenter à sa partie supérieure en avant une gouttière qui sera destinée à l'insertion du muscle semi-membraneux, plus précisément son tendon réfléchi. En arrière, ce même muscle va présenter cette gouttière d'insertion de son tendon direct. Donc en avant, on a son tendon réfléchi, en arrière, c'est le tendon direct du muscle semi-membraneux, qui est un muscle de la loge postérieure de la cuisse. La tubérosité tibiale antérieure est située à la partie antérieure de l'extrémité proximale. Elle est saillante et se prolonge en bas par la crête tibiale ou le bord antérieur de la diaphyse. Elle va donner insertion au ligament patellaire qui fait partie de l'appareil extenseur du genou. Passons maintenant à la description du plateau tibial. Pour le décrire, on peut le diviser en 3 parties. 2 parties latérales qui sont articulaires avec les condyles fémoraux et une partie médiale entre les deux qu'on appelle espace interglénoïdal ou interglénoïdien. En effet, les condyles médial et latéral, qu'on vient de décrire, présentent à leur surface supérieure le plateau tibial. Chaque condyle comporte une surface articulaire supérieure. Latéralement, on a la surface articulaire latérale, qu'on appelle la surface articulaire tibiale supéro-latérale. Respectivement, médialement, on a la surface articulaire tibiale supéro-médiale, qu'on appelle également les cavités glénoïdales, cavité glénoïdale médiale, cavité glénoïdale latérale. Ces surfaces articulaires s'articulent avec les condyles fémoraux et sont séparées par cet espace interglénoïdal qu'on appelle maintenant, l'espace interglénoïdal, c'est l'ancienne nomenclature, là on l'appelle l'éminence intercondylaire. La surface articulaire supérolatérale
est moins allongée que la surface articulaire supéromédiale. Sur leurs bords médiaux, les surfaces articulaires présentent des tubercules intercondylaires, qu'on appelle les épines tibiales. On en a deux. Elles sont situées à la partie moyenne de l'éminence intercondylaire et délimitent en avant et en arrière des aires intercondylaires. On a ici l'aire intercondylaire antérieure et derrière c'est l'aire intercondylaire postérieure. Ces aires intercondylaires, on les appelait avant les surfaces préspinales et rétrospinales. La surface préspinale étant l'aire intercondylaire antérieure et la surface rétrospinale étant l'aire intercondylaire postérieure. Elles sont destinées, ces surfaces vont servir à l'insertion des ligaments croisés du genou et des ménisques. Donc, l'éminence intercondylaire va être divisée en trois parties. Les aires intercondylaires, l'aire intercondylaire antérieure, postérieure, et entre les deux, on a ces épines tibiales ou ces tubercules interglénoïdiens qui vont la diviser en deux parties. Parlons maintenant de l'épiphyse distale. Donc cette extrémité inférieure, c'est l'épiphyse distale, est moins volumineuse que l'extrémité supérieure. Elle est légèrement, tout juste légèrement, déjetée en arrière et elle sera aplatie d'avant en arrière. Cette extrémité sera étalée dans le sens transversal et regardez comment elle va s'étendre, comme ça, en forme de pilon. On l'appelle donc également le pilon tibial. Elle présente un prolongement distal, ici, c'est la malléole médiale. Cette malléole médiale qui va permettre avec la malléole latérale de maintenir la cheville, en s'articulant toutes deux avec le talus, de maintenir la cheville stable et en place. Donc la pince bimalléolaire permet la stabilité de la cheville. On lui décrit 5 faces, antérieure, postérieure, latérale, médiale et inférieure. Commençons par la face antérieure. Alors la face antérieure est convexe. Elle est convexe et lisse et elle est limitée par les bords antérieurs et latéral. C'est-à-dire que c'est finalement le prolongement de la face latérale de la diaphyse. Près de son extrémité ou de son bord inférieur, elle va présenter l'insertion de la capsule articulaire. Sa face postérieure, alors la face postérieure de la diaphyse, va présenter les sions d'insertion des muscles long fléchisseurs de la luxe et des muscles long fléchisseurs des orteils et le tibial postérieur. Alors ici on va considérer que cette face postérieure va présenter uniquement l'insertion des muscles du muscle long fléchisseur de la luxe et que le long fléchisseur des orteils et le tibial postérieur seront ici, derrière la malléole médiale. Donc on va en parler quand on va aborder cette structure. La face latérale, alors là il faut bien voir, parce qu'il y a un petit problème. La face latérale, c'est une large dépression triangulaire. Elle est comme ça. On la voit, c'est ça la face latérale. C'est une large dépression triangulaire dont la partie inférieure est lisse. Elle est appelée incisure fibulaire. Donc tout ça, c'est l'incisure fibulaire. Elle est limitée par deux lignes de bifurcation du bord externe, c'est-à-dire que là, c'est ça le bord latéral ou le bord externe, il est normal, mais il va présenter une crête où il va se bifurquer. C'est la même chose, il va présenter une crête où il va se bifurquer. Ils vont entourer cette incisure fibulaire on l'appelle incisure fibulaire parce qu'elle sera attachée à la fibula. Ils vont s'articuler pour former une articulation de la jambe qui est l'articulation tibio-fibulaire distale. Sauf que, ici, on n'a pas de cartilage. Elle ne présente pas de cartilage. Donc elle est lisse et elle ne présente pas de cartilage. Elle va s'articuler avec la fibula comme on l'a dit.
Dans cette incisure vont s'insérer des ligaments qui vont permettre de maintenir l'articulation tibio-fibulaire distale. Elles vont s'insérer sur les bords de cette incisure fibulaire. En avant, on aura le ligament tibio-fibulaire antérieur. En avant, c'est ici en avant. En avant, on aura le ligament tibio-fibulaire antérieur. En arrière, le ligament tibio-fibulaire postérieur. Et le ligament interosseux. Le ligament interosseux qui va présenter des faisceaux qui dérivent ou qui viennent de la membrane interosseuse. La face médiale, c'est la malléole médiale. La malléole médiale, à son tour, va présenter plusieurs structures. En effet, déjà, la malléole médiale est un prolongement vers le bas. On va la mettre dans sa place parce qu'elle est médiale. Elle s'appelle malléole médiale, donc elle est médiale. Elle est plus haute par rapport à la malléole latérale. La malléole latérale qui va se placer comme ça, elle est environ plus haute d'1 centimètre. Ici, on peut retrouver 1 centimètre. Elle prolonge la face médiale de la diaphyse et elle présente à décrire une face médiale, une face latérale, un bord antérieur, un bord postérieur et un sommet. Sa face latérale, ici, c'est ça la face latérale, sa face latérale est marquée par la présence d'une surface articulaire. C'est une surface articulaire qui sera destinée au talus, plus précisément à la surface en virgule du talus, et c'est donc la surface articulaire de la malléole médiale qui est recouverte de cartilage. La surface ou la face médiale est directement sous-cutanée. Elle est palpable. Si on touche la cheville, on peut la palper. Le bord antérieur, ici, son bord antérieur, il est épais et va présenter les rugosités d'insertion du ligament médial de l'articulation talocrurale. C'est un ligament qui va participer avec à l'articulation de la cheville. Ensuite, son bord postérieur, parce que cette malléole médiale va également présenter un bord postérieur. Alors dans ce bord postérieur, on va retrouver des scions. Les scions destinés au tendon des muscles tibiales postérieurs et le tendon des longs fléchisseurs des orteils. En effet, la face postérieure va présenter des scions. On aura 3 scions. Le scion du tibial postérieur qui va commencer dans la face postérieure, qui va s'étendre ici. Le scion du long fléchisseur des orteils et un scion qui va pas bien se voir, le long fléchisseur de l'hallux. Alors effectivement, dans cette maquette, on les voit pas très bien, mais ils sont à peu près disposés comme ça. Donc les 3 muscles seront disposés comme ça, à peu près, parce qu'ici ça ne se voit pas bien dans cette maquette. Et je vais vous présenter un petit moyen mnémotechnique pour pouvoir retenir leur ordre. En allant du côté médial vers le côté latéral, on a d'abord le tibial postérieur, qu'on peut abrévier comme ça, TP. Quand je vous dis anatomie, on pense en général au TP d'anatomie. On pense à de la pratique, un TP. Donc TP, c'est en premier. Anatomie, TP, c'est le premier. Ensuite, au tout dernier, on a ça. Ce tendon-là, c'est celui du long fléchisseur de l'hallux. On a dit le tendon du long fléchisseur de l'hallux, il est très estompé, on ne le voit pas beaucoup. C'est comme si ces sillons allaient s'estomper jusqu'à arriver au long fléchisseur de l'hallux, ils ne vont pas trop se voir. Donc le dernier sillon, c'est celui du long fléchisseur de l'hallux. Ensuite, au milieu, on a le long fléchisseur des orteils. Regardez le long fléchisseur des orteils où il va se placer. Il va se placer dans cette partie-là, c'est-à-dire cette partie comprise entre le tibial postérieur et le long fléchisseur de l'hallux. Quand on dit orteil, on a plusieurs orteils. Et cette partie-là, c'est la plus grande. On imagine qu'il va prendre toute cette partie. Donc, orteil au pluriel, plus grande partie, c'est grand, donc les deux sont grands. Donc le sillon
va passer dans cette partie la plus grande. Ok, ensuite on a le sommet de la malléole. On a ce sommet de la malléole médiale. Ce sommet est un peu échancré. On va dire qu'il est bifide ou bituberculeux, c'est la même chose. Et il va présenter une insertion ligamentaire. J'ai dit que le ligament talocrural médial va prendre insertion au niveau du bord antérieur. Certaines références vont considérer qu'il va s'insérer au sommet. Enfin, la face inférieure présente la surface articulaire inférieure du tibia. C'est ce qu'on appelle la surface articulaire tibiale inférieure. Elle est divisée en deux parties par une crête mons. Donc elle sera divisée en deux parties, la latérale étant plus large que la médiale. Alors cette surface articulaire inférieure du tibia est rectangulaire et concave et elle va donc s'articuler avec le talus pour former l'articulation talocrurale.